Et salut à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cet nouvel épisode, nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui je suis avec Nico de chez Running Addict. On va parler marathon, on va parler blessures et il va nous expliquer, il va plutôt même analyser mes principales erreurs que j'ai fait sur le marathon de Paris l'année dernière pour que vous ne fassiez pas la même chose, un truc très connu et un truc un peu moins connu dont on parle moins. Donc si l'épisode vous plaît, pensez à liker, mettez vos questions dans les commentaires et tous les liens pour voir ce que propose Nico seront dans la description. Bon épisode. Quand j'ai préparé le marathon, j'avais 3 sorties. C'était une sortie longue, donc c'était ça, je courais facile. Une sortie en mode fractionné, donc genre du 30-30, du 45-45. Ouais. Et une sortie à allure. Donc en gros, j'avais, bon voilà, t'as telle vitesse pendant un temps, telle vitesse pendant un temps. Et j'ai beaucoup de patients qui ont aussi ce modèle-là. Alors des fois, ils ont 4 sorties, donc ils en ont une autre en endurance fondamentale, etc. Est-ce que tous les programmes ressemblent quand même de manière générale à ça, ou est-ce que tu as des trucs très très différents qui existent et qui marchent aussi? En réalité, on est quand même toujours sur une forme de polarisation autour de 70-80% d'endurance fondamentale et 20-30% d'intensité. Dans le cas que tu donnes à 3 entraînements par semaine, il y a un peu plus d'intensité que ça, mais c'est aussi parce qu'à 3 entraînements par semaine, on va pas faire 2 entraînements, 2 footings et un fractionné. Ça peut être, on le fait pas pour tout le monde, c'est pareil, nous on individualise aussi. Bien sûr, ouais. Pour certains, ça va être un fractionné, un footing, une sortie longue sans allure. Pour d'autres, il va y avoir un peu plus d'allure. Et sur du 4 fois par semaine, par exemple, tu vas avoir 2 fractionnés, une sortie longue et un footing. Tu dis, voilà, ça fait beaucoup d'intensité. Oui, mais en fait, on sait qu'on peut on peut empiler ça et que si on veut faire progresser la personne, au bout d'un moment, l'intensité est un facteur qui va permettre de booster la progression. Si on l'introduit correctement, progressivement et qu'on ne dit pas direct à quelqu'un qui débute, allez, tiens, 2 fractionnés, vas-y, ça marche. Ouais. Donc, le 70 à 80% d'endurance fondamentale, pour moi, c'est respecté parce que je cours 6, 7, 8 fois par semaine. Ouais. À 3-4 fois, on adapte un peu parce que le but, c'est quand même que ça progresse derrière aussi. Oui, parce que tu me dis ce que tu en penses, mais moi je l'avais fait, mais je trouve que 3 sorties par semaine préparer un marathon, c'est pas énorme. Non, c'est jouable. Oui. Pour la majorité, ça va permettre de le finir. Pour certains, c'est pas assez et ça va être compliqué. Moi, sur marathon, j'aime bien quand ça va à 4 quand même, pour avoir un peu plus de volume, un peu plus de latitude d'entraînement, mais ça n'empêche pas de finir à 3. Mais il faut s'y prendre à l'avance aussi. Oui. Parce que 3 entraînements 12 semaines avant, c'est vraiment, ça fait pas beaucoup. Tout est limite, quoi. Faut pas être sédentaire de base, quoi. Ça fait 36 entraînements au si total. tu te laisses un an, par exemple, oui. Une fois encore, comme on disait tout à l'heure, tout dépend un peu de tes deadlines, de tes objectifs et de comment tu vas le tenir, quoi. Ouais, et puis de ton physique en réalité, parce que pour certains, 3 entraînements, ça va suffire, ça va marcher. Pour d'autres, ça va être limite et il faudrait avoir une séance de renfo en plus aussi pour être capable de tenir. Parce qu'on parle du marathon, on voit souvent ça comme une épreuve d'endurance. Oui, c'est le cas. Mais moi, je vois beaucoup ça comme une épreuve de force, en fait. C'est de l'endurance de force pour moi, en effet. Ouais. Et en fait, tu peux être endurant, être capable de faire du vélo pendant 8 heures, si tu veux. Ça te donnera pas les capacités musculaires de faire un marathon. Ouais. Oui, de toute façon, rares sont les gens qui finissent un marathon complètement essoufflés, genre en mode comme quand tu fais un 30-30, justement, un fractionné. Par contre, t'as souvent les jambes dans un état... le seul extraterrestre, il y en a d'autres, mais un Mathieu Blanchard, qui est capable de finir son marathon en accélération et d'être essoufflé, c'est parce que lui, musculairement, il a tellement travaillé dans son sport de base, qui est le trail, que, oui, il est déséquilibré dans ce sens-là, mais ça, c'est des exceptions. Il m'a dit, c'est un extraterrestre, je confirme totalement. Et ce format-là, là, on parle d'un marathon, un format long, ce serait quand même un peu la même chose que quelqu'un qui ferait un semi ou un 10 km. Ouais. On garde un peu toujours ces grands principes. Oui, et grosso modo, les contraintes sont quand même beaucoup plus faibles ou beaucoup plus faciles à tolérer sur un 10K, un semi. Donc, n'allez pas tous faire un marathon juste parce que c'est hype, entre guillemets. Le 10 et le semi, c'est des belles distances. Moi, ma distance préférée, en réalité, c'est le semi-marathon. C'est long quand même, donc il y a quand même un petit challenge de 21 km, mais c'est à une allure qui va être agréable. Le 10 km, je dirais pas ça par exemple. C'est trop rapide. 10 km, on va pas rentrer forcément dans le détail, mais c'est au-dessus du seuil ou au seuil. Et là, c'est vraiment la zone rouge où t'es asphyxié. En fait, tout est dans le rouge. T'es à la fois essoufflé, t'as tes jambes qui brûlent, et mentalement c'est dur. Il faut vraiment réussir à être. Je trouve ça très dur le 10 km. En soi, moi aujourd'hui, je trouve ça plus dur qu'un marathon. Parce que j'ai l'expérience du marathon, mais alors qu'un semi, tu vas être dans la zone un petit peu en dessous du seuil, tu es dans une zone que j'appelle confortablement difficile. Et là, tu prends du plaisir en fait sur cette distance. Moi, je l'aime beaucoup. Ok. Et
par rapport à donc ça, imagine, alors ça c'est une question difficile, je pense que tu vas pas l'aimer, mais une personne qui ne fait pas de sport, donc qui est sédentaire depuis quelques temps, quelques mois, voire 2 ans, d'après toi, c'est quoi un peu la durée optimale pour préparer un 10 kills et même question pour préparer un marathon? Alors oui, tu vas me dire ça dépend, mais le peuple veut une réponse. C'est bon, déjà, on a la vraie réponse. Ouais, oui. Quelle que soit la question, ça dépend. Ouais, Donc, je suis d'accord. et si on Mais dit pour que qu'on puisse se rendre compte d'un ordre d'idée, tu vois. sédentaire total, donc Ouais, ça fait une zéro, personne, ouais, ça fait 6 mois, 1 an, tu vois, genre, ok, je me remets à faire du sport, je suis motivé, on est au 1er janvier, bonne résolution, et j'ai envie de faire un 10 kills ou j'ai envie de faire un marathon. Bah, je vais repartir de la base. Pour moi, en fait, on a 2 cas. On a le sédentaire vraiment depuis plusieurs années, là, qui s'y remet et qui part de zéro, on va dire. Où là, courir un 5 km, on prend 12 semaines. Ok. Pour être vraiment progressif, parce que tout ce qu'on a dit avant, en fait, va être décuplé avec un corps qui est en mode... Oui, il a la capacité de courir, mais il est totalement désadapté. Et là, ça va prendre du temps pour vraiment construire les briques. Donc, je dirais... Après, une fois que tu es capable de courir 5 km en continu, le 10 km, il peut arriver assez vite. Hein, parce que c'est... Donc, je dirais 3-4 mois, on peut arriver à courir 10 km. Si on a quelqu'un qui fait un peu de sport, qui est quand même pas totalement désentraîné, là, en 4 à 8 semaines, on y est. Un marathon, par contre, la réponse va être très différente. Je dirais qu'un bon 6 mois est un grand minimum. Ouais. Et j'aime bien quand même prendre le temps d'un bon 1 an pour avoir une partie où tu es vraiment dans réathlétisation. Je me remets en marche progressivement, je prends mon temps. Et après, tu fais 6 mois de prépa qui va être orienté marathon et qui va t'amener... Ouais, 2 blocs. Ouais. 1, genre, tu sors de ta sédentarité. Et 2, tu prépares vraiment ton marathon, entre guillemets. Ok. Je pense que... Il y a moyen de faire plus rapidement que ça, mais on prend des risques. Et on prend aussi le risque de ne pas y prendre le même plaisir. Et donc de pas le faire. C'est ça. Alors que quand on prend son temps, au final, souvent, les gens qui nous écoutent et qui prennent ce temps-là, à la fin, ils disent « Ah, mais c'était génial, j'ai adoré voir cette progression, que ça soit... Il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de problème, et c'est agréable. » Mais on est dans un monde où on veut tout... On veut faire les choses trop vite, en fait, en général. Non, c'est pour ça, parce que moi, je le vois quand même beaucoup, tu vois, au cabinet, on en parlait aussi tout à l'heure, des gens qui s'inscrivent au marathon, parce que maintenant, tout le monde court des marathons, etc. Et en effet, des fois, on se rend pas compte à quel point ça doit demander du temps. Après, il faut encore le faire en 3 heures et le faire en 4 heures, c'est encore une autre question, tu vois. Mais souvent, il y a ce côté marathon 4 heures sur un premier qu'on peut entendre chez quelqu'un qui ne court pas spécialement. Et moi aussi, j'ai un peu le sentiment que les patients sous-estiment des fois le temps qu'il faut pour bien préparer son corps. Comme on dit, tout le monde peut le faire, mais ça peut mettre du temps. Et en effet, 1 an chez un sédentaire voilà, qui a 30-40 ans et qui se remet un peu à bouger après avoir pas fait grand-chose parce qu'il t'a fait beaucoup, ça me paraît une bonne solution. Mais tu vois, tout le monde peut courir un marathon, tu l'as dit. Il n'y a pas de problème à ça. Mais il faut pas non plus considérer ça comme une épreuve où oh, bah, c'est pas grave, je vais faire un marathon, ça va être dur. Mais... Parce que oui, ça va être dur, mais ça peut être... Même si tu arrives à te préparer et pas te blesser, si tu n'es pas suffisamment prêt, ça va être pour le coup dangereux. Enfin, c'est pas bon du tout pour ta santé de faire un marathon pas préparé. Si je reprends l'exemple, désolé Nassim si tu nous regardes, mais il a été très bon là-dessus. Parce qu'il a fait son premier sans prépa, il a mis 3 mois à s'en remettre, ça allait pas du tout. Il a même arrêté le sport. Pour quelqu'un comme lui, en fait, tu te dis c'est fou. Parce que ça n'allait pas. En fait, son corps a pris 2-3 mois à juste récupérer de l'épreuve. Et encore, il était sportif. Tu peux faire ça à quelqu'un qui n'est pas sportif de base. Pour moi, je trouve ça dangereux. En fait. Ah oui, c'est hyper dangereux. En vrai, c'est dangereux. C'est clairement dangereux. Alors que je reprends le même Nassim qui a fait 6 mois de prépa pour son marathon. Une semaine après, il était reparti courir. Il était en mode bah, c'est trop bien, je vais faire mon petit footing. Bah, tu vois que son corps, il ne l'a pas pris de la même manière. Alors que pendant, ça a été aussi dur. Le marathon n'est jamais facile. Quand on fait son marathon à fond, pendant, c'est horrible pour tout le monde. Mais tu vas en récupérer. On vient d'avoir moins 10% d'inscription au marathon de Paris. Mais en vrai, c'est ce qu'on va chercher. Hein. C'est le challenge qu'on va chercher pendant. Mais ce que tu veux, c'est surtout être capable de bien en récupérer. Tu as une semaine qui va être dure, c'est normal, c'est comme ça. Mais au bout de 2 semaines, en théorie, tu es censé revenir dans un état où tu te dis ah bah ça va, c'est bon. C'est vrai que les gens pensent beaucoup à passer la ligne d'arrivée, mais réfléchissent pas toujours aux conséquences que ça peut avoir derrière, sur à quel point ça peut te dégoûter d'aller courir, à quel point tu peux vraiment te blesser, à quel point tu peux mettre beaucoup de temps à récupérer. Et ouais, voir plus loin que juste la ligne d'arrivée, quoi. Moi, c'était marrant. Je sais pas, tu vas me dire si c'est un truc classique, mais quand j'avais fait le marathon, j'avais fini dans un état pitoyable, mais vraiment, genre, j'avais dit moins de 4 heures, j'ai fait moins de 4 heures, mais genre, j'ai mis toute la journée à pouvoir marcher correctement.
Le lendemain, j'étais nickel. Pas de courbature, pas de douleur, rien. Mais je dis, waouh! Et donc le lundi, je vais au cabinet, je travaille. Mardi, mercredi, tout bien. Jeudi, je me dis, bah vas-y, je vais m'entraîner. Je fais une petite séance. Et je me sentais vraiment bien. Et au bout de 10 minutes, nausée, j'étais fatigué, j'avais pas de caisse, j'avais pas de cardio. Et c'était ouf parce que j'ai senti que j'avais eu une très bonne récupération musculo-tendineuse, tu vois, pas de douleur, pas de tendine, T'as de la chance. mais par contre, nerveusement, énergétiquement, Ouais. je voyais que il y a vraiment ce gap, c'était assez impressionnant. Ouais, je disais du coup, t'as de la chance que moi, là, j'aimerais avoir cette récupération musculo-tendineuse où des fois, je vois des gens recourir à une course vraiment une semaine après un marathon. Ouais. Moi, j'ai une semaine, c'est non. C'est Oui, rien. alors attends, je suis en 24 heures quand là où toi t'es en 2h35. Alors c'est peut-être pas la même course qu'on fait toi et moi. Ouais, mais enfin, quels que soient mes marathons, ça a toujours Ouais, été ouais, le ok. facteur limitant. Et en fait, ils sont différents d'une personne à l'autre. C'est ça que j'aime bien aussi, Ouais. c'est que chacun va avoir ses facteurs limitants. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, ce que j'aime, c'est que tu highlights quelque chose d'important pour moi. C'est après un marathon, c'est grosso modo 2 semaines Ouais. off. C'est à grand minima une semaine. Moi, ça m'arrive de reprendre au bout de 7-8 jours par 25-30 minutes de footing, mais c'est 7-8 jours minimum. Ouais. Parce qu'en fait, on peut avoir l'impression d'avoir récupéré, mais à l'intérieur, Ouais, c'est exactement il ça. faut laisser le temps au corps de récupérer d'un effort qui est 42 km sur la route, qui est un effort énorme en fait. Ouais. Paradoxalement, c'est plus long. Enfin, moi, je trouve que c'est plus long de récupérer d'un 42 sur route que d'aller faire un trail qui va durer peut-être 2 fois plus longtemps, mais où en fait, c'est pas les mêmes contraintes, c'est différent. Les trailers disent beaucoup ça en effet, que c'est plus difficile, la route, le côté choc répété, etc. Donc donc je le saurai pour mon prochain, mais ouais, je me sentais comme tu dis, je me sentais super bien, et en fait dès que j'ai voulu retester la machine, ça a pas répondu. Et vu que j'adore qu'on parle de moi, mais vu qu'on est là-dessus, j'aimerais bien aussi qu'on fasse un point sur les deux gros, enfin j'ai pris le mur clairement du 30e kilomètre, donc j'aimerais bien qu'on en discute, mais j'étais persuadé que je le prenais pas, que j'allais pas le prendre. Ah ouais? Ouais, j'étais parce que je m'étais beaucoup renseigné, j'avais écouté du coup tes vidéos Running Addict, les podcasts, etc. Donc j'avais tout préparé, moi j'arrive à bien m'écouter, à pas partir trop vite, nanana. J'ai pris un mur quand même à cause de la bouffe. Ah, j'allais dire quel type de mur parce que un mur énergétique, tête qui tourne, vertige, plus de lucidité, plus de gaz, plus rien. Et en fait c'était assez ouf parce que j'ai fait toute ma prépa à jeun, donc je courais tous les matins à jeun. Même mes sorties longues, 2 heures, 2 heures et demie, etc. J'avais fait le Semi de Paris un mois avant, où là, vraiment, je m'étais bien donné, et j'avais juste pité genre des petits raisins secs au ravito, etc. Et je m'étais dit, bon bah, pour le marathon, je vais juste plus manger tout le long et ça va suffire. Parce qu'au mieux, ça n'a pas suffi du tout. Et j'ai pris une claque énorme. Et je trouve ça ouf quand même, ce gap entre... je pense, enfin, vraiment à quel point vous mettez l'accent là-dessus, à quel point c'est important de se préparer. Et est-ce que dans ma prépa, c'est une autre question que j'avais, j'aurais pas été meilleur en me forçant à m'alimenter? Est-ce que j'aurais pas pu courir plus vite, mieux récupérer de mes séances, etc. bah, je pense que tu as tout dit. Ouais. Non, mais en vrai, oui, on peut clairement aller. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans, mais courir à jeun peut avoir un intérêt. Sur la performance sur marathon, dans tous les cas, c'est pas le critère le plus important d'être capable d'utiliser les graisses. On pourrait dire oui, tu vas peut-être gagner quelques petits pourcents, mais là on est vraiment dans du détail. Alors que être capable d'ingérer de la bouffe pendant et d'en ingérer un maximum, c'est un facteur qui permet d'avoir beaucoup plus de perf et d'éviter ce mur. Parce que grosso modo, ce que tu peux faire sur 1h30, 2 heures à jeun, ça, ok, si tu es bien entraîné, tu vas pouvoir le faire pendant ce temps-là, mais tu vas quand même avoir vidé pendant ce temps tes réserves énergétiques qui sont dans les muscles directement. Donc tu as entre 1h30 et 2 heures selon comment tu stockes, selon ce que tu as mangé avant. Tu as 1h30 et 2 heures d'autonomie. Pour certains, ça va être beaucoup moins parce qu'ils ne sont pas du tout entraînés à ça et leur corps va leur amener un attends, là on fait du sport, donne-moi à manger. Mais grosso modo, toi tu l'as entraîné. Mais après, à partir de 2 heures, 2 heures et demie et le stade au-dessus, bah, à un moment ton corps a dit oui, bon bah t'es gentil, mais moi j'ai besoin de quelque chose. Et en réalité, si tu t'es pas entraîné à manger suffisamment, et suffisamment c'est beaucoup plus qu'on peut l'imaginer en fait. Mes premiers marathons, j'étais sur du 30 grammes de glucides par heure. J'ai pris le mur à chaque fois. Donc aujourd'hui, je suis sur du 75-80 grammes par heure. Il y a des entre-deux. Être à 50-60, je trouve que déjà c'est un sweet spot où ça marche bien. Mais quand on parle de 50-60 grammes par heure, on est sur du 2 gels par heure ou un gel plus une boisson. Et ça pendant toute la durée du marathon, du kilomètre 0
jusqu'à la fin. Ok. C'est pas ah bah tiens ça y est je commence à avoir envie de Ouais, je manger. suis au 25e mais C'est kilomètre zéro grosso mais modo. ma question par rapport à ça, c'est sur ma prépa, est-ce que c'est intéressant de m'entraîner à courir à jeun pour que mon corps soit habitué à courir un peu avec les réserves basses, même si mon prochain marathon, je vais manger quand même pendant? Ou alors, est-ce que c'est mieux de m'entraîner en ayant des recharges glucidiques permanentes pour être plus performant sur mes sorties? Oui. Et je mets entre parenthèses que quoi qu'il arrive, il faut s'entraîner à courir, ça t'en parle très régulièrement, avec la bouffe qu'on aura le jour même, parce que si le jour même vous courez un truc que vous aurez pas, vous finirez plus au shot que le marathon. Exactement. Mais donc ça, il faut le tester. Mais sinon, en dehors de ça, d'après toi, est-ce que les deux sont intéressants? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre entre courir à vide pour être entraîné à courir à vide ou courir plein d'énergie pour performer pendant mes entraînements? Moi, je suis un peu. Dans le passé, j'aurais dit que la course à jeun, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Ouais. J'ai testé des méthodes un peu même agressives là-dessus, du Ok. slip low, des trucs comme ça, Ok. qui prend beaucoup d'énergie et qui t'en enlève pour l'entraînement. Ouais. Aujourd'hui, je considère qu'en fait, avoir l'énergie que tu as besoin pour réaliser ton entraînement, c'est plus important Ok. parce que tu vas le réaliser, tu vas pouvoir pousser un peu plus loin ta performance sur l'entraînement. Tu vas être plus à l'aise aussi. Tu vas peut-être moins être crispé. Enfin, il y a plein de choses qui vont dépendre de ton niveau d'énergie mentale, physique. Et je considère que ça, c'est le plus important aujourd'hui. Donc, de fueler son entraînement potentiellement, même si on y va le matin, je ne prends pas forcément un énorme déjeuner le matin. Je vais peut-être prendre juste une banane. Mais si j'ai un fractionné le matin, j'ai un gel avec moi. Et au milieu de la séance, je vais me prendre le gel pour avoir le signal au cerveau, surtout de t'inquiète, c'est bon, tu vas avoir l'énergie, parce que en fait, c'est lui qui contrôle. Ah oui, on a toujours de l'énergie toujours qui le cerveau. reste, mais il faut qu'il soit conscient que t'inquiète, c'est bon, tu vas avoir les réserves et qu'il nous laisse les utiliser. Ok. Et en particulier sur les sorties longues, en fait, si tu t'entraînes beaucoup, je prends mon exemple, tu cours tous les jours quasiment, en fait, fueler ta sortie longue, vraiment t'assurer de manger pendant, tu commences ta récup et tu commences pas à manger genre 1-2 heures après et tu as du retard et en fait tu vas avoir un déficit calorique aussi parce que souvent sur une prépa marathon pour ceux qui s'entraînent pas mal et même ceux pour qui s'entraînent pas beaucoup parce qu'en fait on a quand même des kilométrages élevés, le manque d'alimentation peut être un frein en fait. Si t'as pas suffisamment mangé de calories, souvent on dit il faut pas manger trop. Oui, mais vous faites une prépa marathon, il faut manger en fait. Il vous faut les calories que vous aurez besoin à dépenser pour l'entraînement suivant. Ok. Et si tu as un déficit, des fois il est compliqué à rattraper. Ok, bon à savoir. Et il y a un autre élément dont j'aimerais te parler, et celui-là je trouve que j'en ai pas trop entendu parler, que ce soit sur YouTube, sur votre podcast, etc. C'est pas vraiment une erreur en soi, mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu optimiser, qui m'aurait fait beaucoup de bien. C'était que je m'entraînais 3 fois par semaine et j'avais une séance renfo. Ouais. Et vu que je suis pas un runner de base, ce que je faisais, c'était j'essayais de tout bien caler dans ma semaine pour toujours être frais. Et ne pas courir sur mes courbatures, ne pas courir avec les jambes lourdes, etc. Pour que s'il y avait du 30-30 à telle vitesse, je tenais la vitesse, etc. etc. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce 30e kilomètre où j'avais plus aucun jus, mais j'avais aussi jamais couru avec les jambes aussi lourdes de ma vie. Et en fait, avec le recul, je me dis que ça aurait pu être très intéressant d'aller courir, par exemple, ma sortie longue, donc mes 2 heures par exemple à l'époque, un lendemain de squat pour avoir des grosses courbatures ou un lendemain de fractionné. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas parce que vous, c'est un truc que vous préconisez, vous essayez de faire faire, c'est plus libre à chacun, ou toi, personnellement, est-ce que c'est un truc que tu mets en place? Alors oui, c'est hyper intéressant comme stratégie et on est en train de travailler là-dessus. Oh, j'ai spoilé quelque chose. Voilà. Mais enfin, via le renforcement. Ouais. Mais et je le fais beaucoup. Je vais prendre mon exemple. Je vais même faire une séance de renfo le matin et faire mon fractionné à 11 heures derrière. Enfin, essayer de rapprocher ça au maximum pour mettre énormément de contraintes sur le corps. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Il faut en fait être suffisamment solide pour encaisser ça, sinon tu vas renforcer tes risques de blessure en fait. Donc il faut, si toi tu as un corps solide, c'est une stratégie qu'on pourrait essayer d'employer. Déjà, il faut le mettre très 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 progressivement, encore une fois. Tu fais pas ta plus grosse séance de renfo et une séance de fractionné derrière en mode allez c'est bon, ça va être bon. Le même jour. Mais le lendemain, je me dis que ça va encore. Mais en particulier sur la sortie longue, mettre des contraintes le samedi et après aller faire la sortie longue de dimanche, c'est une super stratégie. Mais encore une fois, il faut être vraiment solide et il faut savoir ce que tu fais. Parce que si tu mets ça dans les mains de tout le monde, en fait, tu vas mettre une contrainte musculaire sur la sortie longue. Si leur foulée a tendance à se dégrader dès qu'ils sont un peu fatigués, en fait, au lieu de faire 2 heures à peu près correctes en termes de foulée, ils vont faire 1 heure tout
tout décalé, Flagada, rien ouais. va. Et ça, en fait, c'est le pire, c'est ce qu'on veut pas. Ah ouais, ce qui est intéressant parce que, comme on disait, quantification de la contrainte d'un ce qui fait qu'une sortie de 2 heures qui leur mettrait des contraintes de 100, bah, la même sortie va leur mettre des contraintes de 150. Ouais. Et donc, en fait, pour le même volume de course à pied, ils auront peut-être plus de contraintes mécaniques et donc ils augmenteraient la probabilité de se blesser. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on en parle moins, qu'on n'en parle pas plus que ça aussi, c'est que la balance bénéfice-risque, elle est peut-être pas à mettre, comme tu dis, entre les mains de tout le monde. Au global, c'est une très bonne stratégie. Il faut juste faire attention avec qui on l'utilise pour pas avoir un effet contre-productif. Et tu vois, si on prend par exemple quelqu'un qui s'entraînerait aller 3-4 fois, plus qu'il ferait une séance de renfo, donc comme on disait tout à l'heure, la sortie longue, le fractionné, les allures et la muscu-membrinf. Toi, d'après toi, qu'est-ce qui serait le plus pertinent? C'est de faire une sortie longue juste après la muscu, juste avant le fractionné? Est-ce qu'il y aurait... si on devait caler 2 séances dans un peu tout le panel dont on a parlé, ce serait lesquelles qui seraient le plus intéressant à enchaîner? Renfo et sortie longue. Renfo, sortie longue, ouais. Bah, pour quelqu'un qui travaille du long. Oui, quelqu'un qui fait oui, un on parle semi, du un prépa marathon. marathon, là, on Ouais. parle de prépa semi ou marathon, ouais. Parce que sinon, évidemment, ça a moins d'intérêt. Mais après, pour quelqu'un comme moi qui vise vraiment d'aller... Je sais que ma contrainte, mon facteur limitant sur marathon, c'est musculaire. Ouais. Bah, je le fais aussi sur fractionné. Et en fait, oui, peut-être que ma performance sur le fractionné va être un cran en dessous. Mais c'est pas grave, parce que ce qu'on veut aller chercher, c'est la limite maximale musculaire. C'est pas forcément mon cardio-respiratoire qui, lui, est... C'est pas mon facteur limitant, donc je peux l'améliorer, c'est cool, mais c'est pas ça qui va me limiter sur le marathon. Donc en fait, t'essayes de travailler aussi en fonction de qu'est-ce qui est ton problème principal. Ok, ouais, ça me va bien. Comme vous l'avez vu, cet épisode est extrait d'un podcast qui sortira bientôt. Pensez à vous abonner pour ne pas louper. Je vous mets tous les liens de Nico dans la description et je vous dis à bientôt. Ciao!